Vous écoutez Arte Radio, en partenariat avec l'INA. Ce que vous entendez ici, ce n'est pas le départ d'une course cycliste amateur ni d'un carnaval. Non, c'est une manif contre un gouvernement autoritaire en Europe où tout le monde est à vélo. Le début d'un grand mouvement non violent qui va durer 2 ans. Ça se passe en 2020, c'est-à-dire pendant la pandémie de Covid, en plein confinement, à Ljubljana, capitale de la Slovénie. À la tête du pays, le nouveau Premier ministre admire Donald Trump et il penche de plus en plus vers l'extrême droite. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment les Slovènes ont réussi à s'en débarrasser. Et parfois, on gagne. Des récits de lutte victorieuse d'hier et d'aujourd'hui Qui nous apprennent à résister. Un podcast de Victoire Tuaillon avec Bertrand Guillot et Claire Richard. Réalisé par Annabelle Brouard. Tous les mois sur Arte Radio. Et aujourd'hui, comment dégager un mini-Trump ? La Slovénie, vous voyez peut-être pas où c'est. Sur la carte de l'Europe, il faut viser le centre entre l'Italie et l'Autriche et la Croatie et la Hongrie. Quand on en parle dans les émissions de voyage, ça donne ça. C'est un petit pays d'Europe centrale, plus petit que la Bretagne, qu'on surnomme parfois la Suisse des Balkans, pour ses montagnes emblématiques et pour son niveau de vie, élevé pour la région. La Slovénie, c'est aussi une démocratie toute jeune. Jusqu'en 92, ces 2 millions d'habitants appartenaient à l'ex-Yougoslavie, avec le Parti communiste comme parti unique. Pendant 30 ans, la gauche et la droite se sont succédés, mais en mars 2020, crise parlementaire, un nouveau Premier ministre est nommé, il s'appelle Janez Janša, et il est pour la démocratie, bien sûr, à condition que tout le monde soit d'accord avec lui. Ceux qui se plaignent dans le nord de l'Europe que la Slovénie ne fait pas suffisamment preuve de solidarité ne font pas bien la différence entre les réfugiés et les migrants illégaux. Janša a 62 ans. C'est un vieux de la vieille de la politique slovène. Communiste avant la chute du mur de Berlin, il a opéré un long virage, toujours un peu plus à droite, et a été condamné pour des affaires de corruption sur des contrats d'armement. Il admire les leaders populistes, comme Donald Trump aux États-Unis et Viktor Orban en Hongrie. Il n'hésite pas à mentir, à insulter ses adversaires, il méprise les médias traditionnels et il adore les réseaux sociaux. D'ailleurs, il balance des dizaines de tweets par jour, 2 fois plus que Trump. Les Slovènes l'ont carrément surnommé Maréchal Twito, en référence à Tito, le dirigeant historique de la Yougoslavie. Jusqu'à 100 tweets par jour pour s'attaquer personnellement à des journalistes qu'il qualifie de prostituées à la retraite, à l'agence de presse slovène Une honte nationale ou encore à la télévision publique. Arrêtez de mentir, nous vous payons pour informer, vous êtes trop nombreux et trop payés. Voilà, c'est Janez Janša, un populiste corrompu qui veut en finir avec les contre-pouvoirs. La justice, les médias, les ONG, dehors. Exactement comme l'a fait Viktor Orban dans la Hongrie voisine. Alors, les Slovènes qui tiennent à la démocratie ont bien compris qu'il fallait se manier avant que Janša ne sabote tout. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS pourrait se propager à l'étranger. Mais on est en pleine pandémie de Covid. Et l'une des premières mesures que prend Janša, c'est d'interdire tout rassemblement. Les premières protestations se font donc sur les balcons, avec des banderoles. Janša s'en fiche. Il préfère tweeter que le vrai virus de la société slovène, ce sont les intellectuels. En avril, un nouveau scandale de corruption éclate. Des ministres ont touché de l'argent sur des contrats d'achat de masques. Beaucoup de Slovènes sont outrés. Mais comment manifester en plein confinement ? C'est là que leur vient cette idée malicieuse qui me plaît beaucoup. Les habitants de Ljubljana ont le droit de sortir pour faire de l'exercice, ils ont donc bien le droit de prendre leur vélo. Et rien n'interdit qu'ils aient tous l'idée de sortir au même moment. Rien n'interdit non plus d'accrocher à son vélo une pancarte. Et voilà, les manifs à bicyclette.
On est là pour protéger la démocratie parce que le gouvernement veut détruire toutes nos institutions démocratiques en Slovénie. Et puis ils s'en prennent aux journalistes, ceux de la radio et de la télévision nationale. Ils parlent maintenant de les licencier. La première rassemble quelques centaines de personnes, mais le mouvement prend vite de l'ampleur. Un matin, on découvre sur les murs une bicyclette blanche sur fond rouge, faite au pochoir. Personne ne sait qui en est l'auteur ou l'autrice, mais elle devient le symbole du mouvement. C'est parti. Tous les vendredis, à Ljubljana et dans d'autres villes du pays, on se rassemble à vélo pour réclamer la démission du Premier ministre. L'autrice franco-slovène Brina Zvit était là. Elle a raconté ces événements dans son roman « Les cycles de la révolte ». Entre nous, il y avait une très jolie atmosphère, assez fervente, assez enthousiaste. Chaque semaine, c'était une manif à thème. Il y avait toujours vraiment une idée principale, on va parler de ça. Ça peut être la santé, les médias, le droit au travail. À chaque fois, les manifestants imaginent un nouveau happening. Par exemple, recouvrir toutes les plaques de rue avec des noms en hongrois, pour se moquer de János Janša, qui veut tout faire comme son collègue hongrois Viktor Orban. Et puis il y a des chants, des avions en papier, des poèmes écrits spécialement pour l'occasion. Svoboda je glagol. Là, par exemple, c'est un poème sur la liberté. Svoboda. Svoboda je glagol. La liberté est un verbe. Dans le comité d'organisation, il y a un metteur en scène et un couple de marionnettistes qui créent chaque vendredi une nouvelle scénographie selon le thème de la semaine. Une fois, les deux marionnettistes ont créé un énorme pavé qu'ils ont posé devant le Parlement. Alors il faut s'imaginer que la police qui garde le Parlement, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui est dedans? Je me souviens d'une autre marionnette qui était une sorcière, avec un balai qui balayait, que ce soit les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles, mais très, très, très grande et très jolie. C'était comme une sorte de sorcière qui est de notre côté. Parmi les marionnettes récurrentes, comme des géants de carnaval, il y a aussi un gigantesque doigt d'honneur et un visage géant de Janša que la foule peut huer. Je les ai vues, ces marionnettes. Elles sont magnifiques. Plus forte que des slogans. Et le plus beau, c'est que la police est désemparée. On ne peut pas charger une marionnette. On ne peut pas l'arrêter. Imagination, invention et ironie, c'est ça nos armes. C'est pas la violence, c'est cet esprit de la révolte. C'est ça qu'il faut retenir, enfin que moi je retiens. Oui, mais c'est très joli. Mais est-ce qu'on peut faire tomber un Premier ministre à coups de manifs pacifistes ? Pendant des mois, les rassemblements continuent, la police met la pression. Les manifestants sont arrêtés, parfois juste pour avoir écrit à la craie sur le sol. Les organisateurs reçoivent des factures délirantes pour frais de protection policière. C'est comme si en France, il fallait payer directement les CRS quand on descend dans la rue. Les médias proches du pouvoir tentent de discréditer le mouvement, disent qu'il est infiltré par de dangereux anarchistes étrangers. Et puis il y a parfois des provocations policières, des militants d'extrême droite qui infiltrent les manifs. On sait comment ça aurait pu finir. La frustration qui monte, la répression déchaînée et les gens qui finissent par rester chez eux résignés. Mais ça va pas se passer comme ça. Ce que je trouve intéressant en Slovénie, c'est que le mouvement a l'air de tenir à la non-violence. Pour eux, ça serait une erreur d'y renoncer. Ils veulent montrer que la violence, elle est du côté du pouvoir. Et ils consacrent beaucoup d'énergie à imaginer l'après-Janša. Brina Zvit, la romancière franco-slovène, dit que ces manifs du vendredi ont vitalisé le pays, que ça a été une vraie prise de conscience collective. Les Slovènes se sont rendus compte que leur société civile, c'est-à-dire eux, peuvent devenir un vrai acteur politique, tout en restant en dehors des partis politiques. Parmi les gens qu'on retrouve chaque vendredi, il y a des citoyens engagés et des associations, dont une va bientôt se distinguer. Elle s'appelle l'Institut du 8 mars. C'est une asso féministe
qui va faire rebondir le mouvement dans un sens inattendu. L'Institut du 8 mars, au départ, c'est une bande de copines étudiantes qui se font connaître en 2017 en recueillant les témoignages de femmes victimes de violences. Le MeToo slovène, #Yastudi, c'était elle. Ces militantes sont bien sûr dans la rue tous les vendredis et elles veulent des avancées tout de suite. Donc elles ressortent le projet qu'elles avaient lancé avant la pandémie, changer la loi sur le viol en y inscrivant la notion de consentement. L'étincelle part d'un fait divers, c'est ce que nous raconte Tina Tomzic, une militante de l'Institut du 8 mars. En Slovénie, avant, la loi disait qu'il n'y avait viol que si la femme avait résisté. Mais un type venait de violer une fille dans son sommeil. Alors, on a ressorti notre projet de loi basé sur le principe « Oui, c'est oui ». L'association lance la campagne en ligne et dans les rues. Dans tout le pays, elle recueille des signatures pour demander au Parlement d'adopter leur proposition de loi. Et en mars 2021, c'est gagné, elles ont réussi. Vous pensez peut-être, c'est assez minime comme succès. Mais il faut remettre dans le contexte. Une petite asso féministe a réussi, dans un pays gouverné par un autocrate complètement misogyne, à inscrire le consentement dans la loi sur le viol. Et puis surtout, c'est qu'un début. Ça va leur donner beaucoup de force pour la suite. D'ailleurs, je trouve que c'est une des leçons de ce mouvement, et des mouvements de résistance non violente en général. Voir grand, mais commencer petit. Combattre un régime entier en l'attaquant de front, c'est s'assurer de perdre. Ce qui marche, disent les personnes qui sont expertes de la lutte non violente, c'est commencer par une petite victoire, une action qui peut sembler presque dérisoire, mais qui mobilise des gens, qui les touche dans leur quotidien et qui montre que c'est possible de gagner. Ensuite, on construit petit à petit une opposition de plus en plus solide. Mais revenons en Slovénie, au printemps 2021. Le gouvernement ne s'est pas opposé à la loi sur le viol, mais ça ne veut pas dire que le Premier ministre est subitement devenu féministe, pas du tout. Il continue de tweeter contre les journalopes, il coupe les vivres à l'agence de presse nationale qu'il accuse d'être contre lui, et continue de passer des lois qui favorisent les entreprises de ses potes. Et parmi les projets qu'il tente de faire passer, il y en a un qui touche à quelque chose de presque sacré en Slovénie, l'eau. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse construire des hôtels ou des usines au bord des lacs et des rivières. C'est un peu technique, je vous épargne les détails, mais sachez que les Slovènes sont très fiers de leur eau potable. Le droit à l'eau est même inscrit dans la Constitution. Il existe en Slovénie un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, que réclamaient en France les Gilets jaunes. En gros, si on réunit un minimum de signatures dans le pays, ça oblige le gouvernement à organiser un référendum. En Slovénie, il faut 40 000 signatures en un mois, et pas des signatures en ligne, non. Des signatures manuscrites, enregistrées à la mairie. C'est comme si en France, il fallait réunir 1 million de signatures en un mois. Autant dire que c'est presque impossible. Pour se donner une chance de réussir, les ONG écolos vont donc demander de l'aide à celles qui ont montré qu'elles savaient le faire. Vous vous souvenez ? Les féministes de l'Institut du 8 mars. Ils se sont rencontrés dans les manifs du vendredi, parce que ça sert aussi à ça les manifs. Mais la convergence des luttes, c'est-à-dire quand tout le monde se bat ensemble pour le même but, ça ne se décrète pas. Au départ, les arguments des écolos paraissent beaucoup trop techniques. Et puis, les activistes du 8 mars finissent par trouver ce qui va toucher les gens. Par exemple, les loutres, ces adorables créatures. Les loutres risquent de mourir. Quand on a réussi à faire comprendre que la loi allait permettre à certains propriétaires de se créer des plages privées au bord des lacs et que ça risquait d'affecter la qualité de l'eau, les gens se sont vraiment mis en colère. À partir de là, la pétition prend très vite. Ça part sur les réseaux sociaux, dans la rue, des influenceurs proposent leurs services, les gens se mettent à écrire des lettres personnalisées à leurs voisins pour les convaincre de signer. L'Institut du 8 mars mobilise des centaines de volontaires, ceux qui ont le plus de temps disponible, c'est-à-dire des très jeunes et des retraités, qui se donnent à fond. Et ils réussissent. Une des clés de leur succès, c'est aussi la joie.
le fun, les blagues sur les réseaux. C'est ce que nous raconte encore Tina. Parce qu'on a commencé comme une bande d'amis. On essaie de s'amuser dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas facile de faire campagne pendant un mois, surtout quand on reçoit des messages de haine en ligne. Nika a même été attaquée dans la rue une fois. Donc, on essaie de prendre du plaisir dans le processus même du militantisme et de connecter avec les autres. Parce que bien sûr, quand on se marre dans une campagne, les gens le voient. Et ça leur donne envie de nous rejoindre. Donc ok, ils ont réussi à obtenir un référendum, mais pour décourager la population d'y participer, le gouvernement décide de décaler le vote pendant les vacances d'été. Mais ça énerve encore plus les gens. Et finalement, en plein mois de juillet, le non au projet du gouvernement sur l'eau l'emporte à 87%. C'était un grand désaveu pour Janša. Pas simplement parce qu'il a perdu, mais parce que la participation était très importante et que tout le monde y participait. Par exemple, je me souviens de ça, que les chauffeurs de taxi se proposaient d'amener les personnes âgées pour aller voter. Et voilà, le peuple a fait plier Janša. Après ce succès chez les écolos comme chez les féministes, tout le monde est au bout du rouleau. Et le gouvernement, lui, n'est toujours pas tombé. Parce que je vous rappelle qu'au départ, c'était ça le but. Dans les manifs du vendredi, on décide donc de changer d'objectif. Janša veut pas démissionner, on va le battre aux élections. Comme je vous raconte l'histoire, vous savez que ça va se terminer par une victoire. Mais c'était pas du tout gagné d'avance. Passer de l'activisme aux campagnes électorales, c'est super difficile. Regardez en France les Gilets jaunes, par exemple. Dès qu'il a été question d'aller sur le terrain des élections, le mouvement s'est déchiré et ils ont fait des scores très faibles. 33 listes ont été déposées pour les élections européennes. Et sur ces 33 listes, il y a plusieurs candidatures de gilets jaunes. Il n'y a pas de chef, c'est fini le temps des chefs. C'est une élection proportionnelle qui va nous permettre de montrer que des citoyens lambda qui sortent de nulle part peuvent faire un travail concret. Jaune, on l'appelle comme ça, mais c'est le peuple français qui est jaune. Sur les études d'opinion les plus récentes, ces 3 listes rassembleraient au maximum 3% des intentions de vote. Mais en Slovénie, ils vont réussir. Comment ? Justement, en ne cherchant surtout pas à devenir un parti politique. Là-bas, comme un peu partout en Europe, les partis traditionnels sont faibles. Ils sont 50 à se présenter à chaque élection et la gauche est en miettes. Bref, même si tout le monde déteste Janša, c'est pas gagné. Par contre, les associations, les ONG, les collectifs artistiques sont très actifs. Et ces différents mouvements d'opposition vont réussir à rester unis. Ils vont pas présenter de candidats. Ils vont faire bien mieux que ça. Déjà, ils mettent en commun toutes les idées qui ont émergé depuis 2020. Ils en font un manifeste qu'ils appellent « La voix du peuple », avec 138 propositions concrètes que tout le monde peut consulter. Et 2, ils obligent tous les partis politiques à se positionner pour ou contre leur manifeste. On a fait ce qu'on a toujours fait dans nos campagnes. On est allé voir tous les partis et on leur a demandé « Est-ce que vous vous engagez à soutenir ces mesures après l'élection ?» S'ils disaient oui, on les soutenait. On voulait pouvoir proposer aux gens de voter, non pas pour quelqu'un ou pour un parti, mais pour des propositions très concrètes. Et ensuite, on sait mettre la pression aux partis politiques. Plus d'une centaine d'associations et d'ONG participent à la campagne, avec un message simple : allez voter. On ne vous dit pas pour qui, mais regardez qui soutient nos idées. Ce ne sont plus les partis qui font les programmes, c'est la société civile qui a les idées et les partis qui s'en emparent ou pas. Et ça, à mon avis, c'est une méthode intéressante. Le 22 avril 2022, le taux de participation aux élections est historique. Et les partis qui soutiennent les propositions de la voix du peuple obtiennent la majorité. Nous n'avons pas eu une telle participation électorale depuis 20 ans. Et cela en dit long. Le parti de Janez Janša, lui, ne dépasse pas les 25%. Cette fois, oui, c'est gagné. Janez Janša est enfin chassé du pouvoir.
Les gens veulent vraiment du changement. Nous devons donc prendre nos responsabilités. Liberté. Bon, c'est pas non plus un conte de fées. Le parti qui est arrivé en tête et qui soutenait les propositions de la Voix du peuple, c'est un parti plutôt libéral, dirigé par un ancien homme d'affaires. Robert Golob, c'est son nom, devient Premier ministre et forme une coalition de centre-gauche. C'est pas le grand soir, c'est pas la nuit brune. Disons, un bon début d'après-midi. Le plus important, c'est qu'au bout d'1 an de gouvernement, 1/3 des propositions de la Voix du peuple ont déjà été mises en œuvre. Par exemple, les députés ont banni les mutuelles santé pour renforcer la sécurité sociale. Ils ont aussi garanti la gratuité des repas scolaires, le droit au logement, et ils ont interdit Uber. Rendre le futur, c'était l'un des slogans de campagne choisis par le mouvement slovène. Ce qu'il nous montre, c'est que quand on désespère des partis politiques, on peut quand même agir. Leur mouvement, c'est la fusion entre la colère venue de la rue et la société civile, c'est-à-dire les associations, les ONG, les collectifs militants. Et si les manifs ont tenu aussi longtemps, tous les vendredis, pendant 2 ans, c'est parce qu'elles étaient investies par les artistes pour qu'elles soient joyeuses et créatives. Et enfin, c'est en célébrant des victoires, même petites, qu'on donne de l'espoir pour voir plus grand. Quant aux militantes de l'Institut du 8 mars, elles ont retrouvé leur premier engagement, les droits des femmes. Et justement, elles ont vu beaucoup plus loin et plus grand que la Slovénie. Peut-être que vous avez entendu parler de Ma voix, mon choix, une initiative citoyenne européenne pour garantir le droit à l'avortement dans toute l'Europe. Eh bien, c'est Nika Kovač et son association qui en sont à l'origine. Leur défi, cette fois, c'était de collecter en 1 an plus d'1 million de signatures. Elles ont levé des fonds auprès d'une fondation suédoise, elles se sont organisées et elles ont gagné. En France, le mouvement a notamment été coordonné par la militante féministe Mathilde Viau. Elle va nous raconter ce qu'elle y a appris et pourquoi une initiative citoyenne européenne, c'est un outil très intéressant pour dépasser certains blocages dans son propre pays. Mais d'abord, elle va nous expliquer ce que c'est, une initiative citoyenne européenne. Alors, une initiative citoyenne européenne, c'est un mécanisme intéressant de démocratie directe dans l'Union européenne qui permet à des citoyens de faire peser leur voix sur un sujet. Il faut donc réunir plus d'1 million de signatures dans au moins 7 pays européens pour que ce soit réparti de façon un peu globale, pour qu'ensuite le texte soit soumis de façon obligatoire au Parlement européen. Techniquement, l'initiative citoyenne européenne va permettre de prendre en charge les frais d'avortement des femmes qui n'y ont pas accès partout en Europe. C'est le cas en Pologne et à Malte, où l'interdiction est quasiment totale. C'est le cas aussi, par exemple, en Croatie, où avorter via une pilule abortive coûte presque 1 mois et demi de salaire médian. Ou en Italie, par exemple, où la clause de conscience est actionnée dans certaines régions à plus de 90%, donc les femmes doivent se déplacer. La clause de conscience des médecins qui décident qu'ils ne pratiqueront pas d'avortement. Exactement. Et donc, suite à ça, l'objectif, c'est de faire en sorte que le Parlement européen adopte le fait que des pays prendront en charge pour d'autres pays qui seront ensuite remboursés par l'Union européenne. Oui, de dire, écoutez, si vous voulez pas que les femmes avortent sur votre territoire, elles iront avorter dans des pays où c'est autorisé, mais par contre, c'est l'Union européenne en entier qui paiera pour ça. Exactement. L'initiative a atteint son objectif, ce qui n'arrive pas très souvent, parce que des initiatives citoyennes européennes, il y en a plein qui sont lancées chaque année, mais c'est quand même très difficile, parce qu'il faut rassembler 1,2 million de voix, signatures électroniques, 7 pays différents, un certain quota en plus par pays, enfin il y a quand même des règles assez difficiles quand même d'atteindre ça, mais vous y êtes arrivé. Avec le recul, qu'est-ce qui a permis ce succès, selon toi ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une campagne financée. On avait de l'argent pour la mener, c'est-à-dire qu'on a pu avoir du matériel, on a pu payer des déplacements, on a pu rencontrer des militantes, faire venir des gens, organiser des conférences, des réunions publiques, etc. Un meeting, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est la première fois, je pense, partout en Europe, mais peut-être dans le monde, qu'une campagne féministe de cette ampleur est financée. C'est une campagne qui a été choisie aussi, à mon avis, parce que c'est quelque chose qui permet, sur lequel on a besoin d'avoir des victoires, et qui nous met aussi, par ailleurs, en regard par rapport à ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Je pense à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, qui a rendu vraiment très urgente et très nécessaire dans la tête de tout le monde le fait de se battre pour des causes féministes. L'avortement, c'est un sujet qui permet de fédérer il y a personne qui est pas d'accord dans le combat féministe sur l'avortement. C'est aussi la raison, je pense, pour laquelle c'est ce combat-là qui a été choisi. Et donc, c'était un sujet à la fois très fédérateur, mais aussi suffisamment clivant pour que les gens se disent « Ah oui, c'est important. Ah oui, on va se mobiliser. »
Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ça a gagné, c'est parce que tout le monde voyait l'urgence mondiale de s'investir sur ce sujet qui le dépasse et qui est vraiment une question démocratique. Est-ce que tu vois d'autres facteurs de succès ? Il y a aussi une question fondamentale qui est celle de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut faire comme dans tous les projets, en fait. C'est un suivi de projet, une campagne de cette nature. Donc, il faut planifier, organiser et communiquer de façon extrêmement claire envers l'extérieur sur ce qu'on veut faire, pourquoi on est là, etc. Donc, c'est vraiment un travail quotidien. C'est un énorme boulot, mais qui vaut vraiment le coup quand on y arrive. C'est une campagne où les actes étaient à faire en ligne, donc il y avait un site internet sur lequel signer, mais tu penses que ce qui a été déterminant, c'est le fait qu'il y a eu des déplacements dans les villes, il y a eu des réunions en physique, il y a eu vraiment quelque chose sur le terrain et pas juste en ligne. On a décidé quand même de prendre le temps avec cette campagne, en tout cas en France. Donc on a vraiment fait beaucoup de déplacements. Par exemple, on allait dans plus d'une trentaine de villes, notamment des villes d'extrême droite, pour leur dire qu'elles n'étaient pas seules. Donc on a fait Moissac, Perpignan, plein d'autres, Béziers, Fréjus. Donc nous, on a voulu vraiment construire un réseau européen en allant beaucoup dans ces villes-là, dans les villes de France. Ça, c'est fondamental pour faire marcher l'initiative. Mais ça l'est encore plus pour former des gens. C'est-à-dire que nous, quand on allait dans les villes, etc., ensuite on prenait les numéros de tout le monde, on les mettait dans des groupes WhatsApp organisés par ville, et ensuite, en fonction de ça, on repérait s'il y avait des médias locaux, par exemple, qui voulaient entendre parler de l'initiative. Moi, je faisais du training pour entraîner les personnes qui allaient passer sur les médias locaux. Et donc, c'est des personnes qui ensuite étaient un peu formées à aller dans des médias pour parler de choses féministes, qui maintenant, quand elles iront dans des organisations, sauront le faire. Et donc, on a vraiment essayé de faire ça partout, c'est-à-dire, il y a plein de gens pour lesquels c'était la première vraie mobilisation, en fait, et qui ressortent de là en sachant commander un barnum, parce que c'est con, mais en fait, du militantisme, c'est très pratique, c'est-à-dire, tu organises un truc, tu sais qu'il va pleuvoir, il faut commander un barnum, louer une voiture, organiser des tracts, trouver l'imprimeur, etc., qui peuvent être des choses quand tu les as jamais faites, qui sont un peu effrayantes, tu sais pas par où commencer, etc. Et maintenant, enfin, toutes les personnes qui ont participé à la campagne savent le faire. Et c'est fondamental, en fait. Et aussi, maintenant, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont plus peur du tout de faire ce genre de choses. Toi, t'as fréquenté quand même beaucoup d'organisations. T'as critiqué, dans ton livre L'homme politique, moi j'en fais du compost, plein de choses qui sont problématiques dans les partis, notamment la domination masculine, blanche, bourgeoise dans ces organisations, ce qui imprègne aussi les façons de travailler, de communiquer. Est-ce que dans la façon dont a été menée la campagne, il y avait des choses très concrètes qui étaient faites différemment par rapport à tout ce que tu connais ? Clairement, oui. Déjà, il y avait une vraie transparence sur la prise de décision par l'Institut du 8 mars, c'est-à-dire que nous, on n'était pas juste là pour appliquer les choses, mais on pouvait aussi discuter sur la façon avec laquelle était menée la campagne. Les réunions étaient courtes. Encore une fois, c'est vraiment un gage, pour moi, hyper important du fait qu'on est là pour construire ensemble et pas pour s'auto-regarder, ce qui change beaucoup les choses, ni pour se construire un destin personnel, ce qui permet vraiment de fédérer les gens et de faire construire une grosse confiance, en fait, dans ce qu'on est en train de produire ensemble. Et puis tout simplement, il y avait une bonne ambiance, c'est-à-dire que les gens se parlaient bien, il y avait un vrai souci de comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est dur. L'Institut du 8 mars a vraiment accompagné les collectifs de « Ah là, vous avez du mal pour vos réseaux, attendez, on va regarder qui on connaît, qui peut vous aider sur telle et telle question précise ». Donc ils ont mis en place aussi des coordinateurs par État pour répondre à nos questions, pour voir avec nous nos besoins, pour évaluer si c'était des besoins qui étaient partagés par les autres pays européens. Donc ouais, ça a été structuré de façon extrêmement douce, délicate, mais efficace. Et c'est ça qui est chouette. Le truc des réunions courtes, là, en France, on connaît pas ? Ah bah si, mais pas partout. Chez les féministes, c'est assez court, ouais. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Et parfois on gagne. En attendant, nous sommes curieux et curieuses d'entendre vos impressions, vos remarques, voire vos suggestions d'histoire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou à l'adresse etparfoisongagne@artefrance.fr. Faites donc circuler ces épisodes à vos amis désenchantés pour leur rappeler que parfois on gagne. À suivre sur Arte Radio.